j'étais mitigée. Parce que là, on se dit tout. On se dit les vérités. On se dit les vérités. Et à 20 ans, moi, j'étais déjà mère, dès après ma licence. Donc, ce qui a fait que j'étais obligée d'arrêter mes études au Maroc. Je n'ai pas pu faire mon master au Maroc. J'étais obligée de rentrer parce que mon bébé, elle avait 1 mois. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de On se dit tout. Nous avons l'honneur de recevoir Fatou Sylla Souaré, la directrice adjointe de l'Agence nationale du service universel des télécommunications et du numérique en République de Guinée, en Soutène. Fatou Souaré est non seulement une femme exceptionnelle dans un secteur souvent dominé par les hommes, mais elle est aussi une épouse et mère de 5 enfants. Aujourd'hui, nous allons plonger dans son parcours unique, atypique, découvrir les défis qu'elle a dû surmonter dans l'univers technologique et comprendre comment elle gère l'équilibre entre sa carrière exigeante et sa vie familiale. Le domaine des technologies et des télécommunications est encore perçu comme un espace exclusivement réservé aux hommes. Mais de plus en plus de femmes, comme Fatou Souaré, brisent ces barrières et redéfinissent ce que signifie être une femme leader dans la tech. Cependant, cela n'est pas sans ses défis. Dans cet épisode, nous allons discuter des obstacles qu'elle a dû affronter en tant que femme dans un milieu masculin et de la manière dont elle a réussi à naviguer dans cet univers, mais aussi comment elle arrive à trouver cet équilibre, cette balance entre être directrice adjointe d'une institution nationale, publique et mère de 5 enfants. Fatou, bienvenue. Oui, la grande sœur chérie. Je suis tellement contente de te recevoir dans cette émission. Je t'ai toujours admirée. Et vraiment, on dit toujours, le travail parlera toujours de lui-même. Parce que même avant de faire ta connaissance, les gens qui te connaissaient m'ont toujours dit que tu étais brillante. Si tu te souviens, la première fois que toi et moi, on a échangé, et je t'ai dit ça, je dis, oh mon Dieu, je dis, des gens ont eu à travailler avec toi, ils ont dit, non, mais cette femme, elle est extraordinaire, elle est brillante. Donc, je suis tellement contente de te recevoir dans cette émission parce que le but de cette émission aussi, c'est de déconstruire les stéréotypes et les préjugés. Une femme dans le monde de la technologie, quoi? Alors qu'aujourd'hui, des femmes comme toi, on en voit de plus en plus. Et donc, aujourd'hui, tu es là pour servir vraiment d'exemple à toutes ces jeunes filles. Je veux aussi que ces jeunes filles qui te regardent aujourd'hui disent, oui, je veux être comme elle. Je veux être dans la technologie. Ou bien, je veux être dans les mines. Vraiment, tout ça, des domaines qui sont réservés aux hommes. Donc, merci d'être là et bienvenue. Et vraiment, sois à l'aise, tu es chez toi. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, parle-nous de ton parcours. Très bien, la sista. Mais un petit moment quand même pour te féliciter, toi aussi, pour tout ce que tu fais. Merci. Et pour te dire que c'est réciproque. Je suis tout autant fière de toi, de ce que tu arrives à réaliser à travers la fondation, mais aussi ton métier de communication. Aujourd'hui, tu nous représentes dans le milieu international. Et franchement, félicitations. Merci. Tu es une fierté pour nous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, me présenter. Alors, comme tu l'as dit, je suis Madame Souaré Fatou Sylla. Je viens d'avoir mes 37 ans. Et je suis mère de 5 magnifiques enfants. 3 filles, 2 garçons. Et je suis diplômée en réseau et génie informatique, donc réseau de l'ISAIM du Maroc. Et génie informatique de l'université Nongo Conakry de Guinée.
et spécialiste en intégration des technologies pour le développement économique et social, appelé ITC4D, donc TIC pour le développement. Je suis spécialiste en gestion de projets de développement international et je viens de finaliser mon parcours MBA avec le programme Upsilon du Collège de Paris. Je prépare là mon mémoire, je viens de finaliser les 6 certifications. Je viens d'être acceptée pour un programme de master avec HEC, pour le master en stratégie. Je suis certifiée en stratégie de l'Institut de leadership du Canada. Donc c'est ça mon parcours professionnel. Et en plus d'être mère de 5 enfants. Et comme tu l'as dit, aujourd'hui, je suis la directrice générale adjointe de l'Agence nationale du service universel des télécommunications et du numérique depuis 2022. Je viens de recevoir la confiance renouvelée de Madame la ministre des Postes et Télécommunications et de Monsieur le chef du gouvernement, Premier ministre, et Monsieur le président de la République, général des corps des armées, le général Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées. Donc, ils m'ont renouvelé leur confiance, ce qui fait que depuis 2022, à nos jours, je suis toujours directrice générale au niveau de l'Agence du service universel. Bien avant ça, j'étais directrice nationale depuis 2018 des technologies de l'information et de l'économie numérique. Je suis la point focal de la Commission économique africaine des Nations Unies en République de Guinée. Et non, j'étais coordinatrice. C'est important, voilà, c'est important. Nous avons des femmes de valeur dans ce pays, c'est important. J'ai été point focal et coordinatrice du ministère de l'Agriculture pour les projets de digitalisation du secteur agricole et par le financement de la Banque mondiale pendant 3 ans à travers les projets PEDAIG, WAP-PPAO après PEDAIG. Donc, c'est ce que je fais. Brillant. Franchement, pour moi, c'est une fierté de t'entendre énumérer tout ce parcours, et vraiment un parcours très illustrieux, et ça montre encore que nous avons des femmes capables dans ce pays, et c'est bien de trouver aussi des dirigeants qui reconnaissent les valeurs de ces femmes. Et donc tu sais, j'aime t'appeler directrice. J'aime, c'est mon petit surnom, c'est comme ça que je la surnomme. Et donc, directrice, dis-moi, d'où est né cet amour pour la technologie? Alors, c'est venu comme ça. Déjà, au lycée, j'étais très bien en mathématiques. Parce qu'au début, je ne voulais pas faire la tech. Au début, en famille, on me disait, tu devrais faire les marketing. Tu devais faire la communication. Tu aimes beaucoup parler. Tu aimes t'exprimer. Tu aimes dire ce que tu penses. Donc, sinon, tu fais le droit parce que tu aimes défendre, parce que je suis une personne très engagée. Peut-être vous le percevez. Absolument. Je m'implique beaucoup dans beaucoup de mouvements de soutien ou tout ce qui implique la jeunesse. J'assiste beaucoup au panel. J'aime partager ce que j'ai, mon parcours. Et j'aime faire le giving back. Donc, donner un peu ce que j'ai eu d'autres personnes qui ont été des modèles de réussite pour moi. Donc, c'était ça. Donc, mais au lycée, je me suis aperçue que j'avais un don. Voilà, un plus en mathématiques. Mais l'autre, c'était 17, 18 en mathématiques. Donc, j'étais prédisposée à faire la tech. Et après, j'aimais le fait que la technologie connectait les gens. Absolument. J'aimais le fait que je sois là et que je sois connectée au reste du monde. Que je puisse avoir les mêmes formations, les mêmes informations, les mêmes contenus que ceux qui étaient à l'extérieur. Donc, il n'y avait pas de barrière avec la tech. Et je pense que ça m'a beaucoup stimulée. Ça a fait que j'ai voulu m'orienter vers le secteur et surtout apprendre des métiers pointus parce que je suis diplômée en réseau et en développement. Donc, j'ai fait du développement. Donc, ma soutenance au Maroc, c'était la mise en place d'une plateforme de gestion du stock pour le secteur de la santé. Waouh. Voilà. Et donc, quand tu as décidé de t'orienter dans ce domaine qui, à l'époque, n'était pas... on n'y pensait même pas trop, surtout dans notre pays. Est-ce que tu as eu un petit doute que tu aurais eu du boulot ou bien que tu aurais pu percer dans ce domaine ici en Guinée? Et en tant que femme mariée, non. J'étais mitigée.
parce que là, on se dit tout. On se dit les vérités. On se dit les vérités. Et à 20 ans, moi, j'étais déjà mère, dès après ma licence. Donc, ce qui a fait que j'étais obligée d'arrêter mes études au Maroc. Je n'ai pas pu faire mon master au Maroc. J'étais obligée de rentrer parce que mon bébé, elle avait 1 mois. Elle était là, donc je l'avais laissé 1 mois avec ma mère pour préparer ma soutenance. Ça devait être difficile. Ça, c'était difficile. J'ai fait ma soutenance et je pensais que j'allais pouvoir rester faire mon master sans elle, mais je n'ai pas pu. Wow. Donc 1 mois, dès après mon master, j'ai pris mes clics et claques, j'ai dit à ma mère, je dis bah moi je rentre. Dès après ta licence? Dès après la licence, j'ai dit je rentre, je vais aller dans une université de la place, mais je veux éduquer mon enfant, je veux être auprès de ma fille. C'est comme ça que tu as fait ici UNC. UNC. Voilà. Wow. Donc je reviens, il y a mon beau-père qui est le fondateur de UNC. En ce moment en Guinée, on venait d'entamer le système LMD. Donc je ne pouvais pas faire une classe parce que c'était à l'époque la 2e année du système LMD. Donc il fallait retourner en arrière ou choisir une autre option pour continuer. Donc c'était un choix, je l'ai fait parce que je ne pouvais pas repartir et laisser ma fille. Donc mon beau-père, on discute, il dit tu n'as rien à perdre, tout compte fait, ça te ferait toujours un plus. Tu as déjà ton premier diplôme, accepte de faire génie informatique. Mon beau-père c'est mon mentor, le père de mon mari. C'est lui qui a détecté, il est décédé, paix à son âme. Voilà, donc lui, il savait que j'étais une personne promise à un avenir très meilleur. Et donc, dès les débuts, parce que tu es une jeune épouse, une jeune maman, et le soutien familial est assez important. Là, tu l'as du côté de ton beau-père, ce qui est très rare. Parce que d'habitude, l'intérêt de toujours la belle famille, c'est non, occupe-toi de tes enfants. Maintenant, et du côté toi, de ta famille, comment est-ce que tu avais des parents qui te disaient « Ok Fatou, oui, ça va pas être facile, mais essaie de le faire » ou des parents qui te disaient « Bon, tu es maman, tu es mariée, profite d'abord de ton foyer. » Donc c'était quoi? Et ma famille maternelle, elle est très traditionnelle. Ma maman, elle est shérif, donc Peul shérif. Donc ils sont très traditionnels. Donc ma maman, elle me disait: concentre-toi, tu aimes beaucoup étudier, tu aimes étudier, tu as déjà ton diplôme, cherche un petit boulot à côté, tu t'occupes de ton enfant, occupe-toi de ton mari et tout ça. Qu'est-ce que tu refais encore à l'université? Je la regarde, je dis non. Je dis, j'ai pas mon master. Là, ma licence, c'est le système LMD. Il n'est pas validé en Guinée. Je suis obligée de prendre une autre option et de poursuivre mon cursus scolaire. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis inscrite en génie informatique à l'université, à UNC. J'ai repris la 2e année avec les autres. Donc, j'ai fait le cursus de 4 ans, donc de bachelor en génie informatique. Waouh! Mais ce qui est encore super important avec ton parcours, c'est que c'est un mélange de l'école, non seulement étrangère, parce que tu as fait le Maroc, mais aussi l'école guinéenne. Oui. L'école guinéenne aussi. Oui, moi j'ai fait l'école guinéenne. Je suis revenue, j'ai continué, j'ai fait mon bac +4 en Guinée. Oui. Et donc, parle-nous de tes premiers pas dans le domaine, dans le secteur de la technologie. Alors moi, j'étais déjà à l'université lorsque j'ai demandé des stages. Donc les vacances, je demandais des stages. Et par la grâce de Dieu, je pense que comme c'était... Parce que les sciences exactes, on a la chance, quand tu maîtrises, d'être rapidement appelé par les entreprises. Parce qu'il y a... Et surtout une femme. Voilà, il y avait beaucoup de demandes. Donc à l'époque, c'était la Banque populaire marocaine. J'ai fait un stage. J'ai quitté, c'était à MTN, j'ai fait 3 mois de stage. Dès après, Orange m'a appelé. Normalement, c'était un stage. Et j'avais pas fini, j'avais pas encore soutenu à UNC. Mais j'avais mon diplôme du Maroc. Donc, je viens faire 3 mois de stage, je suis reconduit. On me propose un contrat d'intérim. Donc, c'est presque un recrutement. Donc, je dis, j'ai pas encore mon 2e diplôme, je suis en train de soutenir. Mon responsable à l'époque me dit, c'est pas grave, soutiens, parce que mes cours, c'était le week-end, c'était les samedis et dimanches, parce que c'était les professionnels qui nous enseignaient à UNC. Donc, du lundi au vendredi, je travaillais, samedi, dimanche, je suivais les cours. Et tu étais mère, Oui, j'avais ma fille. Et tu avais ta fille. Oui, j'avais ma fille. Wow. C'était 2012, j'étais mariée. J'étais avec mon mari, on habitait en famille chez ses parents. Voilà, donc ce qui faisait que la petite, elle partait à l'école, quand elle revenait, il y avait les cousines, j'avais une petite nounou qui s'occupait d'elle, parce que c'est un métier quand même qui prend assez de temps.
Ouais. Voilà, les horaires ne sont pas assez faciles, ils ne sont pas très flexibles, les horaires. Donc, il arrivait que je rentrais très tard, surtout. Et ça posait un véritable frein. Je pense que c'est ce qui a fait que je n'ai pas pu perdurer dans le privé. Dans le privé. Mais je suis venue dans le public parce que je gérais un serveur et j'avais pas d'heure. Je pouvais faire des astreintes très tard dans la nuit, 2 heures, 3 heures. Quand ton serveur est down, tu es obligé de partir. Il y a la voiture d'astreinte qui vient te chercher et tu es en famille. Tu vis chez ta belle famille aussi. Famille, on te voit sortir en astreinte dans une voiture orange à 2 heures du matin. Donc, c'était pas facile. Donc, justement, ça c'est un obstacle. Donc, quels sont les principaux obstacles que tu as rencontrés en tant que femme dans un environnement professionnel aussi masculin? Parce que pour l'homme de se lever au milieu de la nuit pour aller gérer un serveur, bon, c'est pas trop grave. Mais donc, quels sont les obstacles? Les horaires, c'est ça. Donc ça, la flexibilité des horaires, oui, ça c'est déjà un frein. Et c'est des métiers, quand même, il faut se le dire, il faut avoir l'amour du métier, il faut avoir l'amour de le faire et il faut apprendre perpétuellement. Il faut que tu sois à niveau. Les métiers tech, pas ceux qui sont par exemple dans la branche stratégique du métier. Parce que là, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Mais à l'époque, j'étais technicienne. À l'époque, moi, je gérais la maintenance d'Orange. Donc, ça s'appelait le hotline. Je faisais de la maintenance, on m'appelait, j'étais là, derrière le téléphone, je gérais tout le parc informatique. Je faisais de la maintenance sur les ordinateurs. On m'appelait, je me connectais à distance sur ta machine pour régler tes problèmes. Pour régler des services, par exemple, qui ne marchaient pas, les sauvegardes qui ne marchaient pas. Et lorsqu'il y avait des problèmes, on avait des modes opératoires où on réglait des problèmes techniques de premier niveau. Donc là, je suis au niveau stratégique, mais à l'époque, j'étais technique. Et quand tu es technicienne, il faut maîtriser ce que tu fais. Il faut apprendre. Donc, je n'ai pas arrêté d'apprendre. C'est pour ça, jusque-là, j'apprends. Parce que c'est un univers qui est en perpétuelle mutation. Oui, absolument. Chaque jour, il y a des procédures qui changent, des modes opératoires qui se perfectionnent. Donc, tu dois être à niveau, tu dois être renforcé à tout moment. Donc, il faut aimer ce que tu fais. Les freins, c'est qu'il faut donner plus aussi en tant que femme. Parce que généralement... C'est ce que voilà. As-tu été confrontée à des stéréotypes et des préjugés parce que tu étais femme? Oui, surtout, des exemples. Pas en tant que femme seulement. Femme qui veut être féminine, qui veut garder sa féminité. Dans un monde masculin. Absolument. J'aime être belle. J'aime me faire belle. Oui. J'aime être bien habillée. J'aime porter mes hauts talons. Absolument. Je ne veux pas venir dans ma salle serveur avec des baskets. Il y a d'autres qui aiment le faire. Absolument. C'est leur nature. Mais tu as le choix aussi d'être féminine. Voilà. Et moi, j'aimais ça. J'ai toujours aimé ça. Avoir mes petits talons. Bien avoir un dress toujours bien habillée. Voilà. Ça, c'est vrai. J'aimais ça. Donc, au premier regard, on te voit en haut talons. Tu lâches tes cheveux, tu es maquillée. On te juge. Dans une salle serveur, gérer la DSI. Après, au début, on se dit, attends, est-ce qu'elle a compris les risques du métier? Est-ce qu'elle sait ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est compétente? Donc, il faut... À première vue, oui, on met en cause tes compétences. Oui. Et donc, comment toi, tu gérais ces défis? Par le travail. Je te prouve que je suis compétente. Donc moi, je rentrais dans ma salle informatique, j'enlevais mes talons, j'étais en sandales. Je travaillais comme les hommes. J'avais que des hommes. Par ailleurs, il y avait d'autres femmes à l'époque dans d'autres divisions qui étaient là. Donc, gérer les défis, c'était de prouver que je méritais ma place, que je maîtrisais ce que je faisais, que je n'avais pas choisi ces branches-là par hasard. J'ai choisi parce que j'aimais ces branches-là et que j'avais les capacités requises pour faire le travail qui m'était confié. C'était les 3 défis que j'avais. Donc, je restais comme les hommes, je restais tard, je travaillais comme eux, je faisais les rapports comme eux, je travaillais donc sur les fiches, ce qui a fait que j'ai été recrutée. Après ma période d'intérim, on m'a proposé un contrat. Et donc, parlons aussi du côté mentorat. Est-ce que tu as pu bénéficier de mentors ou de réseaux de soutien au sein du secteur technologie en tant que femme? C'était une difficulté pour toi ou bien au contraire?
Non, c'était pas une difficulté, mais j'étais accompagnée par d'autres personnes qui étaient des mentors, mais c'était des figures masculines. Il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait pas de femmes. Sinon, il y a un réseau de mentorat qui nous est proposé par l'ITU. C'est ça tout dernièrement que ça a commencé. Mais à l'époque, quand nous, on venait de commencer, il n'y avait que des il y avait des femmes, par exemple, j'avais trouvé des femmes à l'époque à Orange. Les femmes là sont toujours là-bas. D'autres sont au poste de responsabilité. Il y a l'une qui est directrice générale aujourd'hui, adjointe. Il y a d'autres qui sont aujourd'hui directrices, chefs de division. Oui, il y avait des femmes. Il y a toujours eu des femmes dans la tech. Mais c'est vrai que il n'y a pas, je sais pas, il n'y a pas assez de visibilité sur elles. Mais il y a des femmes. Oui, parce que même toi, c'est difficilement tu es arrivé dans ce podcast. Chaque fois que je dis directrice, je veux faire une interview, tu dis l'assiste, tu sais que je n'aime pas parler. Donc, et c'est important. Mais c'est vrai, voilà un frein aussi qu'on a, les techniciens généralement. On n'a pas le langage facile. C'est vrai. Je pense que moi, c'est l'expérience qui a joué en ma faveur. Et peut-être que j'ai beaucoup d'enfants, donc je parle beaucoup. Je passe toute la journée à crier aussi. Mais généralement, les techniciens, ce n'est pas des gens qui ont le langage facile. Ce n'est pas des gens qui aiment trop parler. Et qui ils n'aiment pas aussi être mis en avant. Exactement. On est dans notre coin. Dans votre propre monde. Tant qu'on fait notre travail, tout va bien autour de nous. Mais je pense que c'est une opportunité maintenant de changer ça. Et qu'on voit plus de femmes, parce que ça devient des rôles modèles pour des jeunes filles. Et moi, quand ma fille me dit « Maman, je veux être comme toi, je suis fière », c'est pas pour ne rien que je me bats dans ce que je fais. Je suis le rôle modèle de mes enfants, de mes filles. Et donc, justement, avant de rentrer même dans le côté rôle modèle que tu es aujourd'hui, dans le côté de leadership, parle-nous maintenant de la transition du privé dans le public à la tête d'une nouvelle agence qui a été créée, si je ne me trompe pas, les 3 dernières années, n'est-ce pas? Et donc, c'est une nouvelle agence. Et là, tu as un poste de responsabilité, tu es la directrice quand même adjointe de cette agence. Parle-moi de cette transition. Comment est-ce que l'as-tu vécu? Est-ce que tu avais des appréhensions? Tu t'es dit, ouais, ça c'est du lourd. Là, vraiment, c'est un poste public, parce que c'est une nomination par décret. Voilà. Et donc, tu es dans le secteur public, tu es devant les gens et on attend des résultats. Donc, parle-nous un peu de cette transition et comment tu as su naviguer cela. Alors, la transition date de plus de 10 ans maintenant dans le secteur public. Je suis venue dans le secteur public en 2013, donc en tant que cadre. J'ai franchi les échelons de l'administration publique. Parce que c'est important aussi de montrer qu'il y a eu un parcours. Tu n'as pas été parachuté. Non. Il y a eu un parcours. Quand je suis venue, j'étais chargée d'études. Après, j'ai été nommée chef de division à l'époque. Et 2 ans au poste de chef de division. Après, j'ai été nommée directrice nationale. Donc, directrice nationale depuis 2018. J'ai été 4 années directrice nationale des technologies de l'information et de l'économie numérique. Donc, c'est une transition qui s'est passée au cours des 10 dernières années. Et ce n'est qu'en 2022 que je ne suis plus directrice nationale, où je viens dans une nouvelle agence qui vraiment a été créée avec la venue des nouvelles autorités, donc avec la nouvelle dynamique de réforme de l'État, de l'administration publique guinéenne. Donc vraiment, c'était une innovation qui a été saluée au niveau international même, l'Agence du service universel, parce que la Guinée a eu l'opportunité de pouvoir gérer le service universel et de faire plus d'impact au niveau de la population. Non seulement pour les télécommunications, donc tout ce qui parle de connectivité, mais surtout pour les usages. Ça, c'est très important. Parce que c'est une complémentarité entre la connectivité, l'accessibilité, mais aussi les usages. Donc tout ce qui est apprentissage, renforcement de capacité, recherche dans le domaine des télécommunications et du numérique. Donc la transition est peut-être de nature. J'aime beaucoup mon pays. J'ai la fibre là qui est en moi. Donc, pour moi, c'est un privilège. Et encore une fois, mon premier mentor, mon beau-père, il se plaignait lorsqu'on était en privé. Je me rappelle une fois, je lui ai dit, moi, je ne viens pas en public. Je dis, parce que ce qu'il me donne comme salaire, au privé, j'ai 6 fois mon salaire. Il m'a dit, mais tes études,
Ta bourse au Maroc, quand on te payait par mois, là, c'était le public qui te payait. Oui. Vous oubliez ça. Oui. Et vous oubliez que vous apprenez des privés. Les privés, c'est les multinationales. C'est vrai qu'il faut travailler dedans, gagner votre vie, mais vous devez faire le giving back. Oui, le pay it forward. Voilà, pour votre pays, pour votre nation. Vous devez rendre ce qu'on vous a appris. Donc, ils mettaient ça dans nos têtes. Et ce qui faisait que quand je suis venue au public, lorsque je me plaignais de mon salaire, ils me donnaient, ils me compensaient mon salaire. Quand tu viens, tu te plains, voilà, ils te compensent, ils disent, prends ça, calme-toi, ça va aller, ça va aller. Il faut travailler dans l'administration. Quand tu travailles, c'est tout, ça paye toujours. Donc, il y a eu des gens, des mentors, qui nous ont poussés aussi à avoir cette fibre-là. Patriotique et à s'engager pour notre pays. Donc la transition n'était pas difficile. Quand je suis venue, je me suis mise au niveau de tout le monde. J'ai appris. Parce que je venais avec un background technique, mais je ne connaissais pas l'administration. C'est différent. Hein? C'est très, très différent. Parce que j'ai eu des gens dans ce podcast qui sont sortis du privé, qui sont rentrés dans l'administration. Non seulement c'est différent, mais aussi c'est difficile pour une jeune femme. Oui. Parce qu'on connaît l'administration, on travaille avec nos pères, nos grands-pères. Exactement. Donc, mais quoi que maintenant, on voit une certaine... rajeunissement. Un certain rajeunissement au sein de l'administration publique, c'est vrai. Oui. Et il faut reconnaître ceci qu'en Soutène, il y a quand même pas mal de femmes. Oui. Et pas des moindres. Ouais. Pas des moindres à l'Anne-Soutène, oui. Et au niveau cadre, au niveau direction, c'est des femmes vraiment compétentes qu'on a à l'Anne-Soutène. Et donc voilà, mais on sait aussi des fois que travailler avec des femmes, c'est pas facile. C'est oui, moi par exemple, je le dis, je ne cesserai de le dire, les premières personnes qui gâtent mon nom dans ce pays, ce sont des femmes. Donc et toi justement, en tant que, parce que là maintenant tu es dans une posture de leadership, ça veut dire que c'est toi qui dois montrer l'exemple. Comment est-ce que tu arrives à créer cette cohésion pour avoir un espace de travail sain? Parce que moi je me dis l'importance d'avoir des femmes comme toi, en tout cas, c'est de se soutenir. Tu vois un peu ce que je veux dire. Je suis contente de voir ma petite soeur à ce poste et je me dis, elle va tirer d'autres femmes, elle va faire le combat des autres femmes qui le méritent. Parce que c'est important de le préciser. Voilà, donc comment toi tu arrives à gérer cela? Alors je pense que mes cadres parleront mieux à ma place. Mais qu'est-ce que tu fais en tant que leader? Oui, ce que je fais, voilà, c'est la manière de gérer. La chance que j'ai eue, comme je te l'ai dit, j'ai été directrice nationale pendant 4 ans. Donc moi, je suis venue à l'Anne-Soutène avec une grande expérience du service public guinéen. Donc, avec les certificats aussi en stratégie, donc j'étais bien côté management. Je ne me prends pas la tête. Le travail, pour moi, ce que tu fais, tu dois le faire bien. Absolument. Moi, c'est la première évaluation. La rigueur. La rigueur. La personnalité, c'est important, mais je n'en tiens pas assez rigueur tant que j'ai des résultats, tant que tu maîtrises ce que tu fais. Donc déjà, au prime abord, c'est les compétences. Il faut être compétent et performant dans ce que tu fais. Une fois que ça c'est fait, ce que je fais, je favorise l'échange. En tant que manager, la tolérance est très très importante. Absolument. Parce que si tu prends à cœur tout ce que tu vis, les gens ne sont pas pareils. On ne juge pas de la personnalité des gens. Chacun vient avec son éducation, avec sa manière de voir la vie. Donc moi, je n'y prête pas beaucoup d'attention. Et j'essaye de mettre, comment ça s'appelle, un écart significatif entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Absolument. Donc je me dis à partir de 18h, 19h, quand je quitte le bureau, j'arrête tout, je ne pense pas à ce qui se passe au bureau, je me consacre à ma famille. Donc ce qui fait que j'oublie les choses qui se passent. Je ne le garde pas. Tu laisses ça au bureau. Donc si personnellement, toi tu gardes, moi je ne garde pas. Moi le matin je viens, c'est de nouvelles orientations, j'ai oublié ce qui s'est passé hier, je t'ai dit ce que j'avais à te dire, je veux que le travail reprenne comme c'était et que tu performes comme tu le dois. Absolument. Et donc aujourd'hui, en tant que femme, dans un poste de responsabilité dans le numérique, comment vois-tu ton rôle en tant que modèle pour d'autres femmes qui aspirent à rejoindre ce secteur?
Oui. Tu sais quand même que tu es un rôle modèle aujourd'hui, oui, pour quand même. De filles, oui, c'est vrai. Voilà, c'est important. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a certaines, il y a un réseau, il y a d'autres qui viennent te voir. Elles te voient et elles t'écrivent, donc elles partagent. Donc, ce qu'elles pensent de toi, c'est gratifiant. Ça fait que tu te donnes encore beaucoup plus dans ce que tu fais. Parce que tu vois qu'il y a des gens qui te regardent de dehors, qui ont un œil sur toi, un regard particulier sur toi. Et qui aspirent à être comme toi. Exactement. Donc, tu essayes de faire les choses bien. On n'est pas parfait, mais tu essayes de donner le meilleur de toi-même dans la tâche qu'on te confie, parce que travailler pour l'État, c'est une tâche très importante. Absolument. Parce que tu travailles pour le peuple. Exactement. C'est quand même le financement de l'État. Donc, ce qui appartient à tous les Guinéens, il faut en faire bon usage. Absolument. Et surtout, dans la conception des projets. Parce que moi, je suis à ce niveau. Tu conçois les projets. Avec les équipes, on s'assoit, on réfléchit sur ce qui est bien pour nos populations. Les responsables de ce pays nous donnent la chance de pouvoir concevoir des projets pour nos jeunes frères et sœurs, et même pour les plus âgés. Absolument. Donc ça, c'est quelque chose de très très important, avec quoi il faut vraiment pas t'amuser. Donc c'est pour ça que je mets du cœur dans tout ce que je fais. Absolument. La passion. Oui, je suis passionnée parce que je me dis c'est quand même important. Je porte des projets qui vont sur 10 ans, des programmes qui doivent être impactants pour nos populations. Et c'est du développement durable. Exactement. C'est ça, exactement. Pour les générations à venir. Exactement. Absolument. Donc ça, je le prends vraiment au sérieux, le rôle que j'ai aujourd'hui. Oui. Et surtout l'impact que j'ai au niveau des jeunes filles. Je parlais tout de suite de ma fille, de l'impact que j'ai sur elle. Donc j'essaye de donner le meilleur de moi-même. Absolument. Et de faire les choses bien, professionnellement, et surtout avec performance. Absolument. La rigueur dans tout ce qu'on fait, et le travail parlera toujours de lui-même. Maintenant, parlons d'un autre aspect fascinant de ton parcours. Tu es non seulement mariée, mais tu es maman de 5 enfants. Comment tu arrives à jongler entre ta carrière qui est très exigeante et tes responsabilités et familiales? Quel est le plus grand défi que tu rencontres en tant que femme qui occupe un poste de haute responsabilité et maman? Quel est ton plus grand défi? Le défi, tu ne dors pas assez. C'est le premier défi. Ouais. Le manque de sommeil. J'imagine, hein? Si tu veux concilier les trois, c'est que tu sacrifies une partie de ton sommeil. Parce que entre rentrer à 20h à la maison, des fois 21h, 19h, ça dépend. Avoir le temps d'aller dans la chambre de tes enfants, discuter avec eux, voir les leçons, voir ce qu'ils ont fait avec le professeur qui vient avant toi. Leur journée. Le maître coranique qui vient avant toi. Les habits de rechange de demain que les bonnes ont préparés, les goûters qui doivent être préparés. Donc, ça te fait 2 heures qu'avec les enfants. Après ça, à 23h, il y a le mari qui est là. Que tu ne peux pas délaisser. Que tu ne peux pas délaisser. Tu ne l'as pas vu toute la journée. La journée. Si vous devez discuter, vous devez parler, que tu dois faire sortir, que tu devrais, parce que c'est ton devoir en tant que femme. Préparer ce qu'il porte le lendemain, préparer ce que toi-même tu portes le lendemain. Mon frère est gâté, donc on choisit ce que tu portes, on prépare tout ça. Donc se rendre compte, est-ce que la tenue, parce que lui, il est dans l'armée, donc c'est une tenue, ça a été repassé, ça a été lavé convenablement. Donc le sommeil est très court. Ce qui fait que des fois, tu te couches, toi, tu as 30 minutes pour toi-même vers 0h30 pour te coucher et être au bureau à 8h30. Donc ça, c'est le premier défi. Ok. Le deuxième défi, c'est de ne pas être toujours là quand il le faut. Quel événement tu as raté dans la vie de tes enfants qui t'a vraiment marqué? Ouais. J'essaie d'être là dans les plus grands événements. Ça, c'est vrai. J'essaie parce que les remises de diplôme, je suis là. L'ouverture des classes, je suis toujours là. Mais les rencontres parents-professeurs, là, à part la plus grande, qui est maintenant au lycée, les plus petits, j'ai pas la chance d'assister. Donc, des fois, les enfants se plaignent. Maman, tu devais partir, tu n'es pas partie, on t'a attendu, tu n'es pas venue. Donc, quand c'est les remises de diplôme, mais quelque chose qui m'a touchée, où je voulais vraiment être là, parmi mes 5 enfants, je n'ai pas pu le jour-là, j'avais une réunion très, très importante. Je ne pouvais pas partir et ma fille, elle a 7 ans maintenant. En ce moment, c'était de l'année dernière, elle avait 6 ans. Ça l'avait touchée.
Et c'était la remise des résultats du premier trimestre. Et je n'ai pas dit à mon mari de partir parce que moi, je devais partir. Et je ne suis pas partie. Wow. Je n'ai pas pu me libérer. Il y avait une réunion, c'était avec les responsables. Je ne pouvais pas bouger. À ça, je suis rentrée le soir. Ma fille, l'école m'a envoyé les photos de ma fille. Parce qu'elle avait l'uniforme, elle avait son résultat en main. Mais moi, je n'y étais pas. Donc, la photo a été prise avec les responsables de l'école. À ça m'a touchée. Et je pense que je n'avais pas l'habitude de rater, mais depuis ce jour, je m'arrange à ne vraiment pas rater. C'est que quelle que soit l'occupation, je vais envoyer un autre cadre en réunion ou dire au DG, bah, aujourd'hui, il faut que tu sois là, mais il faut que je parte. Donc ça m'a particulièrement touchée. Mais depuis là, c'est réglé. Et après, elle était petite, et elle avait 6 ans, maintenant elle en a 7. Donc ça m'a profondément touchée. Donc, à part même les enfants, c'est de ne pas pouvoir être là pour des gens qui comptent vraiment pour toi. Ça peut être des amis, ça peut être les membres de la famille, surtout proches, les frères et sœurs. Les frères et sœurs, oui. C'est vrai. Voilà, les membres de la famille, c'est vrai que... Parce que des fois, tu ne peux pas te diviser en plusieurs. Et tu es fatigué, quand c'est le week-end, tu n'as que le dimanche à toi. Donc après, des fois, c'est difficile. Tu n'es pas vraiment là quand il le faut, souvent. Donc des fois, tu priorises. Quand c'est des événements vraiment importants, tu fais de sorte à être là. Mais des fois, tu n'es pas très présente. Et il y a des missions à l'international aussi qui font que tu te déplaces. Donc, il y a une mission où j'ai raté l'anniversaire de ma fille. Oui, j'étais à l'international. Il y avait son anniversaire, je l'ai raté. Donc, il a fallu que je revienne pour repasser, pour refêter avec elle pendant le week-end. Donc, voilà, quand même des petites difficultés qui sont d'ordre sentimental, mais qui touchent beaucoup les femmes qui sont dans les métiers, mais qui sont carriéristes aussi. Absolument. Et donc, justement, as-tu à faire face à des critiques concernant ton rôle de femme active et mère de famille? Oui. Malgré que je me donne à 100, malgré que mes enfants à l'école, ça va, j'arrive à concilier, parce que je coordonne beaucoup. Mais oui. Les critiques, ça oui, ça ne s'arrête pas. Et ça vient d'où en général? Oui, généralement, c'est la famille. La famille, hein? Oui, c'est toujours la famille, des deux côtés. Il y a un critique, et on te critique, des fois, c'est en s'amusant. On dit, ah, mais tu pourrais faire, vous, c'est comme ça, vous, c'est chaque fois le travail. Et les enfants, nanani, nanana. Donc, tu sens que, tu sais, c'est en rigolant, on te dit ce qu'on pense réellement. C'est vrai. Donc, il y a les critiques. J'avoue. Ça, c'est vrai. Et les femmes, elles vivent ça. Et comment toi, tu gères ces pressions? Et est-ce que tu as cette pression aussi de ton mari? Ou bien lui, il comprend ta position? Et en grande partie, ce que je suis, c'est grâce à mon mari. Parce que... Non, hein, tu as étudié aussi. Oui, j'ai étudié. Mais le fait qu'il soit compréhensif, tu sais... Ah, c'est vrai. Et qu'ils te soutiennent. Les maris jouent un rôle très important. Absolument. Oui. Quel que soit le regard que les autres ont de toi à l'extérieur, si celui qui partage ta vie n'a pas ce regard-là, les autres ne comptent pas. Je suis d'accord. Quand celui qui est avec toi est positif, te soutient, est là à l'écoute pour toi. Et ton premier fan, quoi. Voilà, tu acceptes que toi aussi, tu aspires à être quelqu'un de meilleur. C'est très important. Chacun a son rêve. Et la femme, on a le droit de rêver. On a le droit d'aspirer à quelque chose de grand. Faire des enfants ne doit pas être une barrière. Absolument. Moi, si j'écoutais ce qu'on me disait avant, une fois, une personne m'a dit, à l'époque, c'était les sacs de marque. Oui. Je sais pas, j'étais à mon 3e enfant. L'intéressé m'a dit, tu fais que faire des enfants. Toi, tu ne t'achèteras jamais un sac Louis Vuitton. Hein. C'était en rigolant. Je dis, ah bon? Je dis, ok. Je dis, peut-être. Parce qu'il se disait, quand tu as beaucoup d'enfants, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas exceller, tu ne peux pas réussir. Et donc, tu as combien de sacs Louis Vuitton aujourd'hui? J'en ai pas assez. C'est pas important, là, c'est ça. Donc, pour répondre à la personne, là. Oui, mais aujourd'hui, quand j'y pense, c'est que... Et si tu t'arrêtes de rêver, et par rapport à ce que les gens pensent de toi, tu rates ta vie. Absolument. Donc, il faut avoir un mindset très fort et avoir ton objectif. Et justement, que
Que penses-tu justement du regard de la société sur les femmes qui aspirent à qui sont dans des postes de responsabilité tout en ayant une vie familiale active? Il y a le regard, c'est qu'ils ne voient pas de l'extérieur le sacrifice que ces femmes-là font à longueur de journée. Être une mère, être mariée, avoir un poste de responsabilité, ça engage beaucoup de sacrifices. Tu donnes beaucoup de toi-même. Oui. Parce que tu ne veux rien rater. Tu ne veux pas rater la vie de famille. Tu ne veux pas rater ta vie de femme. Parce qu'avec le mari aussi, c'est tout autre. C'est vrai. Tu rentres fatigué les week-ends, tu veux sortir, tu ne sors pas. Donc, il y a ce regard-là aussi. Tu ne veux pas venir parce que tu ne veux pas être là, alors que ce n'est pas ça. Des fois, tu es fatigué, tu veux toi-même. Donc, ces femmes-là... Et des fois... Tu as aussi besoin de ton me time. Exactement, toi-même, seul. Tu gères des gens au boulot, tu gères la famille. Il y a des moments où tu veux juste être seul. Ouais. Et moi, mon instant favori, les enfants, ils le savent, c'est quand je peux rester la nuit, quand tout le monde dort et que je sois seule face à Netflix, que je me regarde un film. Tu es comme moi. Un film. Et quand j'en parle, mes yeux s'illuminent. Oui. Et que tu puisses regarder le film jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Sans interruption. Sans interruption. Ouais. Donc ces femmes-là, je pense qu'il faut être compréhensif des deux côtés. Et du côté familial. Mais aussi surtout les amis. Parce que c'est vrai qu'avec nos amis aussi, c'est un peu difficile. On n'a pas assez de temps à être avec eux. Et il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Voilà, il y en a qui ne comprennent pas. Alors que ce n'est pas fait exprès. Exactement. C'est parce qu'on manque vraiment de temps. Par exemple, moi et ma meilleure amie, peut-être il y a des fois on peut faire 2 ou 3 jours. Oui, 2 jours, on ne sait pas parler, mais même au téléphone. Mais je comprends automatiquement qu'elle est occupée. Elle aussi, elle comprend automatiquement que je suis occupée. Je ne vais pas m'asseoir et me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Je sais ce qu'elle fait parce que je sais tout ce qu'elle gère. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, mais est-ce que justement, étant aussi un autre stéréotype, c'est lorsque tu arrives à ces postes de responsabilité, le regard aussi des autres femmes. Des fois, il y a l'envie et la jalousie. Tu vois un peu ce que je veux te dire. Est-ce que toi, tu as eu à dealer, à faire face à cela? Je pense que toutes les femmes font face à ça. Ouais. Malheureusement. Malheureusement, ça ne s'arrêtera pas. Il faut accepter de vivre avec et de t'entourer pour ceux qui respectent ton travail et qui aiment ta personnalité. Parce que tout le monde n'est pas obligé de t'aimer. C'est vrai. Il faut l'accepter. Il faut simplement l'accepter. Il ne faut pas que ça soit un sujet de stress ou bien un sujet qui t'affecte particulièrement. Il y a plusieurs autres femmes qui t'aiment, qui ont du respect pour toi. Moi, il y a des femmes, même mes cadres, il y a des femmes, je sais que je suis leur rôle modèle. On parle de tout, de leur vie privée, ils sont proches de moi. D'autres femmes, même à l'extérieur, avec qui on discute, on a des centres d'intérêt. Donc, tout le monde n'est pas obligé de t'aimer. Donc, moi, je me dis que ceux qui sont bien, qui veulent être avec moi, je suis avec eux. Ceux qui ne partagent pas ma vision, qui n'aiment pas ma personnalité, c'est pas grave. Ils auront d'autres personnes qui vont aimer, d'autres personnes qui auront d'autres personnalités. Absolument. Qui se ressemblent. Tu sais, pour que les gens s'aiment, il faut que vous vous ressemblez. Il faut que vous partagez, que vous ayez des choses en commun. Exactement, c'est très très important. Si on ne partage pas la même vision des choses, c'est pas, ça va être difficile qu'on puisse s'entendre ou bien qu'on puisse communiquer de la même manière. Absolument. Donc pour moi, c'est pas des choses qui me touchent. Je comprends. Et ça ne m'affecte pas. Très bien. Maintenant, nous allons donner la parole à nos internautes. Nous avons 3 questions pour toi. Nous allons lancer les appels. C'est parti. Je m'appelle Aïssa Toubari. Je vous appelle depuis Bambeto. J'aime beaucoup votre émission. Du coup, j'ai une question pour votre invité. Quelles sont les compétences les plus importantes que les femmes doivent développer pour réussir dans un domaine technologique dominé par les hommes? Merci. Très bonne question. Oui, très bonne question. Aujourd'hui, il y a beaucoup de compétences à développer. Ça dépend des besoins des entreprises. Donc, chaque pays a ses réalités. En Guinée, aujourd'hui, nous sommes en train d'aller fortement vers l'industrie. Donc, avec le projet Simandou, qui arrive à grands pas. Donc, on aura besoin de beaucoup d'analystes de données, donc de la gouvernance des données, des spécialistes en cybersécurité, par exemple,
des administrateurs réseau, mais pas des administrateurs réseau de base, mais des certifiés en réseau. Par exemple, Cisco ou Huawei, selon les infrastructures et les équipements que nous utilisons, parce qu'en Guinée, en grande partie, on utilise les équipements Huawei et les équipements Cisco. Donc, être certifié soit en équipement Huawei ou en équipement Cisco sera un avantage en Guinée. Et le développement aussi, parce qu'aujourd'hui, dans tous les métiers, que ce soit chez les opérateurs ou même les entreprises qui vont mettre en place des industries, il faudra des développeurs. Il faudra des développeurs. Au fait, il faut se renseigner. Exactement. Pour voir là où le métier, le domaine est en train, dans quelle direction c'est en train de partir. Exactement. Et comme tu as dit, le projet de Simandou va ouvrir beaucoup d'opportunités et beaucoup de métiers, de jobs dans le numérique. Oui, oui. Oui. Ne même pas occulter aujourd'hui la notion d'IA, d'intelligence artificielle, parce que même moi là j'ai commencé à faire des formations là-dessus. Moi-même, moi je suis en train de me former pour pouvoir passer un certificat. Donc il ne faut pas occulter ça, mais surtout la gouvernance des données, très important, la cybersécurité. Il y aura beaucoup de demandes et tout ce qui est métier de développement et d'administration base de données, ça sera toujours demandé dans les entreprises. Et parce qu'il y aura beaucoup de data centers, donc beaucoup de données, les grandes entreprises qui vont se mettre en place. Et d'autres services aussi vers les autres métiers tels que la technologie agricole, par exemple, qui est en train de prendre de l'essor. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train d'innover. Donc, ce sera des métiers à piocher. Et du côté intégration, il faudra aussi corréler tout ça par des notions en gestion de projet et en culture d'entreprise. Absolument. Surtout, parce que tu peux être compétent, technicien, spécialiste, mais si tu n'as pas des notions en gestion de projet, généralement, les grandes entreprises, c'est des responsables projet, ils cherchent parce qu'ils ont des objectifs à court et à long terme. Donc, il faudra que vous ayez, même pas des certifications, mais des notions de base en gestion de projet et en culture d'entreprise. Très bien. Nous allons passer au prochain appel. Bonjour, je suis Salimatou, j'habite à Kamaché. Alors, que direz-vous à une femme qui hésite à accepter un poste de responsabilité de peur de ne pas pouvoir gérer sa vie familiale en parallèle? Merci. Très bonne question. Très bonne question. Quel conseil donnerais-tu à cette femme? À cette femme qui hésite. N'hésite pas. N'hésite pas surtout. Tu peux le faire. Vous savez, la femme, on est doté de forces surhumaines. Pour la simple raison que on donne vie. Ouais. Et je pense du moment où Dieu te donne la force de donner vie à un autre être, de donner vie aux hommes, à nos fils, tu peux tout faire. À nos responsables, à nos hauts cadres, on peut tout faire. Absolument. Il faut juste être organisé. Ça, il faut être organisé. Et je pense qu'il faut savoir aussi, il ne faut pas qu'on se leurre. Ça ne sera pas facile. Non. Il y aura des sacrifices à faire. Oui. Là, quand on dit qu'on arrive à trouver un équilibre, moi, j'y crois pas. Tu as dit tantôt, tu as été obligé, il y a eu des moments où tu as raté l'anniversaire de ta fille, tu as raté la remise de diplôme, et c'est ça. Et donc, il faudra accepter qu'il y a des fois, soit ta famille va payer les pots cassés, et c'est la vérité. C'est la vérité. Voilà. C'est la vérité. Tu ne pourras pas toujours être là. Exactement. Ça, c'est vrai. Donc, il y aura des défis. C'est pas facile et tu devras travailler beaucoup plus que les hommes. Parce que pour prouver ta place, prouver que tu peux parler au sein des hommes et faire respecter ta voix, il faut être compétent. Absolument. Ça, il faut être compétent. Ça, c'est la première chose que j'ai compris en tant que responsable. Oui. En réunion, en comité, il faut être compétent. Absolument. Au milieu des hommes, il faut être compétent. Absolument. Ouais. Donc, travailler plus, travailler 2 fois. À l'époque, j'ai un mentor, je vais taire son nom, qui m'a dit, qui me coachait, lorsqu'il corrigeait mon travail, un jour, il m'a dit, tu veux avoir ta place, tu devras travailler 2 fois plus que tous les autres directeurs. Ouais. Et c'est ce que je faisais. Et ça, c'est vrai. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que tu fais. Ouais. Oui, parce qu'il y a une certaine exigence qu'on demande aux femmes qu'on ne demande pas souvent aux hommes. Malheureusement. Absolument, malheureusement. Allez, c'est parti pour le dernier appel.
Alors bonjour, je reprends mon nom de Valdé Aïssa, domicilié à Sangouya. J'ai une question pour votre invité. Comment pouvez-vous encourager plus de jeunes filles à envisager leur carrière dans le domaine numérique et de la télécommunication? Je vous remercie. Très bien, parce que ça aussi, c'est ça aussi ton cheval de bataille, Oui. d'encourager plus de femmes à suivre dans tes... Donc, ouais. Oui, oui. Et il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens. Je pense qu'en 2024, on a porté un projet à l'intérieur du pays où on a formé 300 femmes à l'usage du numérique. Donc les femmes qui nous venaient de tous les milieux agricoles et des entrepreneurs, par exemple, on les a renforcées sur l'étendue du territoire national. Donc c'est dans ce cadre qu'on a 2 projets porteurs. On a le projet des hubs numériques, des structures de proximité qu'on va mettre en place pour permettre à tout le monde de venir se renseigner, être sensibilisé et renforcer les capacités. Donc dans quelques mois, on va lancer les 6 premiers hubs de Kobaya, Koya, Kindia, Labé, Cancan et Zirekouré. Et l'objectif visé sur les 10 ans, c'est d'avoir 363 hubs dans les 363 sous-préfectures. Donc ça, c'est des structures où tu peux venir te renseigner, voir les formations qui existent, te faire renforcer ou te faire former à l'usage du numérique. Donc je pense que ça pourra vraiment diminuer les stéréotypes et enlever les barrières entre la femme et la tech. Parce que des fois, les femmes sont mitigées. Elles se disent que c'est compliqué. Merci. Voilà, elles se disent que c'est difficile. À toutes ces jeunes filles, ce n'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Tu peux le faire. J'ai dit ça au TEDx où j'étais invitée l'année dernière, où j'expliquais que la technique, c'est comme les sciences sociales. C'est une branche comme toute autre branche. Des fois, à l'université, vous choisissez les sciences sociales. Vous choisissez l'économie, les sciences juridiques. Moi, je trouve que les sciences juridiques sont plus difficiles que toutes les branches. Que les sciences exactes. Que les sciences exactes. Ça même 1 plus 1, c'est 2, quoi. Voilà, tu vas voir que c'est très facile. Imagine la technique, tu peux ne pas être universitaire, décider aujourd'hui que tu veux être entrepreneur dans le numérique, te former au langage de programmation, développer et être programmeur ou être développeur web. Sans cursus scolaire, sans diplôme universitaire. Il n'y a que les technologies qui permettent cela. C'est vrai. Les sciences sociales, tu ne peux pas te lever, tu ne peux pas être freelance. Non. Tu ne peux pas te lever un beau jour, tu dis, moi je suis sociologue, je n'ai pas de diplôme, Madame Diaka, je cherche un boulot. Tu vas dire, mais il est où ton diplôme? Qu'est-ce que tu as fait en sciences sociales ou en économie? Alors que la technologie, je peux venir sans diplôme. Madame Diaka, tu as tel besoin, par exemple, tu veux informatiser, par exemple, la gestion de ces questions-là, ou informatiser en tout cas une gestion quelconque. J'ai mon ordinateur, je développe ta solution. Est-ce que tu attendras de moi un diplôme pour me payer? Non, non, si ta solution marche, aïe, je te paye même. Voilà, et ça, c'est l'une des opportunités que les technologies offrent, que les autres filières, par exemple, n'offrent pas. Absolument, voilà. C'est vrai. Voilà. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Ce podcast tire vers sa fin. Mais je veux savoir, quel est ton plus grand succès? Ton plus grand... Tu t'es dit, à un moment, tu t'es dit, ouais, ça, je suis fière. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et il y a l'un des succès l'un des projets que j'ai vraiment aimé piloter. C'est un programme des Nations Unies avec la Commission économique africaine où il s'agissait de former 250 filles et femmes guinéennes en présentiel et 2000 filles, femmes africaines connectées à distance pour une formation d'1 semaine en Guinée. Donc on a pris des filles d'âge entre 14, je pense, à 25 ans qui n'avaient aucune notion en technologie. En 6 mois, en 6 jours, 7 jours, donc c'était un programme sur 1 semaine, 6 jours, c'était du lundi au samedi, où on les a appris à développer, à concevoir, où on leur a donné des notions en robotique, on a envoyé des Arduino, puis ils ont créé, ils ont créé des objets, certains c'était des lunettes interconnectées, détectables de mouvements, de bruit, où ces femmes-là ont créé des produits, des prototypes à l'espace d'1 semaine. Donc ce projet particulièrement m'a beaucoup marqué. Et d'autres initiatives, le programme Erken. Le programme Erken, c'est un projet aussi qui est vraiment impactant, où on a formé 150 champions
Et sur les 150, 75 ont été intégrés en entreprise et les 75 autres ont été certifiés. On les a dotés d'équipements pour qu'ils se spécialisent en entrepreneuriat dans le numérique, par exemple. Et le projet de point d'échange Internet aussi, l'un des premiers projets que j'ai piloté lorsque j'étais au ministère, j'étais cadre. Je faisais partie de l'équipe projet pour la mise en place du premier point d'échange Internet en République de Guinée. Waouh. Voilà, donc... Et pour donc, ne citer que cela. Ouais. Et donc, on l'a dit tantôt que ton beau-père, qui fut l'un de ton premier mentor, oui. dans ce métier, n'est plus avec nous. Mais qu'est-ce que tu aimerais lui dire là où tu es assise aujourd'hui, s'il était là? S'il était là, je sais qu'il serait encore plus fier parce qu'il est parti, il était fier de moi. Il ne cessait de le dire. Donc, si je pouvais lui dire quelque chose, c'est merci. Merci de m'avoir poussé de l'avant. Merci de m'avoir fait découvrir des forces qui étaient enfuies en moi-même. Et merci d'avoir cru en moi. Parce que des fois, c'est ce qu'il faut pour la femme. Oui. Il te faut juste qu'une personne croie en toi. Des fois, ça peut être ton mari, ça peut être ta mère, ça peut être ton père. Des fois, ça peut être juste un ami qui te pousse de l'avant. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est très important qu'entre femmes, qu'on se soutienne. Parce que des fois, tu as juste besoin d'entendre. Tu peux le faire, tu es sur le bon chemin. Vas-y, ne t'arrête pas. Absolument. Des fois, c'est tout ce qu'il faut. Des fois, c'est tout ce qu'il faut. Absolument. En tout cas, je suis un plaisir de te recevoir dans ce podcast. Et franchement, je suis encore plus impressionnée par ton parcours. Mais j'ai même pas les mots. Donc, le temps que je reprenne mes mots, un dernier mot pour tous ces téléspectateurs. Oui, un dernier mot, c'est déjà te remercier, toi, pour ce type d'émission. Tu donnes la chance aux femmes de venir de parler, de dire ce qu'ils n'auraient pas pu avoir l'opportunité de dire devant des gens. Parce que communiquer, partager ce que tu as enfui en toi, ce n'est pas chose facile. Donc, moi, je te remercie pour ça. Je te remercie de l'engagement que tu as. Quand tu parles, on sent que, je ne sais pas, tu dis les choses avec passion. C'est comme toi, quand tu parles de la tech, je dis, yeah, c'est ma soeur, ça. Voilà. Et je vois des jeunes sœurs, des jeunes dames qui appellent pour poser des questions. Parce que c'est de ça on parlait, on attend que ça. Voir que d'autres personnes ont réussi. Partager leur expérience, c'est très important. Parce que des fois, tu te dis comment je vais faire. Ou des fois, tu penses que tu es seule dans la situation. Donc, vraiment, merci. Et te féliciter encore une fois pour tout ce que tu fais. Et aux jeunes filles, le rêve est permis. Et on a le droit de rêver. N'arrêtons pas de rêver. Et aujourd'hui, l'Internet, c'est l'une des plus grandes opportunités des dernières décennies. Tu peux être chez toi, te former, te faire certifier grâce au MOOC, sans aller au Canada, sans aller en France, sans aller au Maroc. Aujourd'hui, c'est possible. Absolument. Avant, ce n'était pas possible. Tu étais obligé de venir à l'université, d'avoir des cours. Aujourd'hui, ton MBA, ton master, tu peux le faire en ligne. Et c'est ce que je dis souvent aux jeunes. Je dis, au lieu de prendre ton pass pour aller t'asseoir sur Facebook et raconter des bêtises, prends ton pass et va apprendre. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, la technologie a fait en sorte que tu peux tout apprendre de là où tu es assis. Exactement. Et ce n'est pas seulement dans les branches techniques. Quelle que soit la branche que tu as, quelle que soit ta spécialité, les technologies t'aident seulement à avoir une plus-value sur ce que tu fais. Donc, c'est un domaine transversal. Tu n'es pas obligé d'être spécialiste en technologie pour avoir l'usage des technologies. Non. On n'est pas tous obligés d'aller dans les métiers tech, pour ceux qui ne veulent pas. Mais te servir de l'opportunité que les technologies t'offrent pour perfectionner ce que tu fais à longueur du journée. Absolument. Donc, moi, c'est ce que j'ai à dire. Et aux femmes, encore une fois, on n'arrête pas, on travaille dur et on n'arrête pas de rêver pour pouvoir développer ce pays-là. Un jour, on a besoin de nous. Et moi, je vais te dire quelque chose qu'une de mes grandes sœurs aime dire. Oser briller. Fatou, il faut oser briller. Parce que tu mérites de briller. Tu as ta place. Ose briller. Ose briller. En tout cas, Fatou, merci beaucoup pour cet échange.
Cet épisode avec Fatou Souaré nous a permis de mieux comprendre les défis uniques auxquels font face les femmes dans le secteur technologique, en particulier dans un environnement souvent dominé par les hommes. Fatou a partagé avec nous son parcours courageux, les obstacles qu'elle a su surmonter et son approche pour maintenir un équilibre entre sa vie professionnelle et familiale. À travers son histoire, nous voyons qu'il est possible de briser les barrières et de réussir dans des secteurs autrefois considérés comme masculins. Fatou est un exemple vivant de la résilience et de la détermination qu'il faut pour se frayer un chemin vers le succès tout en restant fidèle à ses responsabilités familiales. Nous espérons que cet épisode inspirera d'autres femmes à poursuivre leurs rêves, à se lancer dans des carrières exigeantes et à croire en leur capacité à équilibrer leurs multiples rôles dans la société. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas, chaque défi est une opportunité, chaque parcours mérite d'être raconté. À très bientôt pour un autre épisode de 11 Titou.